زي الهوى يا حبيبي الهوى يا حبيبي الهوى يا حبيبي. 21 juin. Simplement, comment transmettre quelque chose. Alors c'est toujours le problème de faire passer un sentiment, une sensation, un émerveillement, une découverte, une confirmation, une surprise. Alors une surprise attendue ou une surprise totalement surprise. Voilà. Comment on est dans le moment, comment on est, comment on fait, comment on ne fait pas. Alors, peut-être, quelquefois, on est un peu tenté de caler ce que l'on dit sur peut-être les attentes d'un tel ou d'un tel. Alors, c'est une chose qui peut se comprendre, seulement elle n'est pas payante en fin de compte. Donc, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas d'auditeur. Et c'est cela d'abord le point de départ. Après, on peut voir. C'est ouvert, donc il n'y a pas, ce n'est pas une fermeture définitive. En tout cas, je tiens à me dire à moi-même, bien entendu, d'abord à moi-même, à quel point j'ai été, je sais pas comment dire, le bonheur est une chose assez, finalement, un peu trop galvaudée, d'une certaine façon, pour dire ça. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, quelquefois, on désigne, on croit découvrir le bonheur, là en fait, il n'est pas. Et puis quelquefois, un bonheur, finalement, il est d'une intensité assez relative. Alors le bonheur, comment l'exprimer? Comment l'exprimer en l'absence du sujet auquel il se réfère? Donc comment parler d'une chose qui n'est pas là, qui n'est plus là déjà? Alors c'est un bonheur totalement dématérialisé, totalement, j'allais dire, abstrait. Et c'est comme ça. Alors, une des choses auxquelles je suis un peu habitué, ce sont les petites fleurs du trèfle. Alors, c'est des fleurs, j'allais dire, discrètes, en rapport évidemment au trèfle, qui a aussi des feuilles assez petites, mais les fleurs sont encore très petites. Elles se laissent voir, elles sont visibles, elles sont d'un jaune un peu froid, elles sont très jaunes, mais c'est un jaune un peu métallique. C'est pas un très beau jaune, mais elles sont petites, et évidemment je me suis approché, pas de parfum. Ça dégage pas de parfum, une fleur de trèfle. Mais je suis content pour le trèfle qu'il ait pu fleurir, parce que c'est le résultat d'un long processus. Alors ce trèfle qui a passé l'hiver, etc., qui a supporté plein de choses. Évidemment, un trèfle sur le rebord de ma fenêtre, quelquefois il est en détresse hydrique, quelquefois il a trop d'eau, donc c'est un trèfle un peu malmené. On connaît la résistance des trèfles, c'est une chose évidemment. Alors, ces fleurs jaunes, ce jaune-là dont j'ai parlé, elles ne passent pas 13 heures. C'est-à-dire, après 13 heures, elles se sont fermées. Elles peuvent peut-être elles éclore dans la nuit, mais elles ont une durée de vie très limitée, quelques heures. C'est souvent, c'est aussi le cas d'autres fleurs, alors que ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a une courte vie qu'on n'a pas eu une belle vie. Donc la fleur va mourir, va se refermer plutôt, mais elle va donner naissance à
à des, comment dire, à de la vie, en potentialité. La fleur va se transformer en une sorte de cosse, plein de graines. Et ces graines, elles peuvent évidemment un peu connaître un destin, peut-être un destin heureux, comme n'avoir pas de destin du tout. Donc c'est ça. Alors, le hasard, la plante, c'est le hasard. C'est le hasard dans toute sa splendeur. Quelquefois, une plante, c'est nous-mêmes qui l'avons amenée là où elle est. C'est une plante, c'est un dattier. C'est moi qui l'ai semé parce que il m'a suffi de prendre un noyau de datte et puis de le mettre en terre et puis il a germé. Il a germé et j'ai eu le malheur de mettre deux noyaux côte à côte. Il y a un noyau qui a pris le dessus, qui est magnifique, petit mais magnifique, plein de vie, et un noyau auquel il ne reste qu'une branche. Il continue de vivre, il continue de combattre, mais peut-être qu'il est destiné à mourir après avoir vécu pendant des années. Et je parle là 2-3 ans sans problème que évidemment un palmier dattier ça pousse très lentement, surtout dans les conditions dans lesquelles il est plongé. Alors c'est toujours ça. Alors ces petites fleurs, je dis adieu. Comment on peut dire adieu au soleil du matin, soleil de midi, voilà, la journée est une succession de choses, voilà, qui ne reviennent pas, en tout cas, dans la journée même. Donc, le soleil a des stations, le soleil a des lumières particulières, a des intensités particulières. Si on rate une de ces intensités, ben c'est raté. Peut-être il faut attendre demain, peut-être que ça ne reviendra pas, peut-être demain il va faire gris, on n'aura pas le soleil, peut-être que demain nous on ne sera pas là, mais qui sait. Donc c'est toujours la question. Mais l'essentiel de cette prise de parole, elle tourne autour de la fleur de courge. Voilà. Okay. Je sais pas si vous avez déjà assisté à ce phénomène d'avoir une courge que vous gardez et un potiron que vous gardez longtemps, et le potiron, les graines finissent par germer à l'intérieur de la mère, à l'intérieur du corps de la mère, ce qui est un peu, ou du père, peu importe, je sais pas si la courge a un genre, mais en tout cas, voilà, il se germe à l'intérieur. En tout cas, on découvre ça un peu effaré, qu'est-ce que c'est que ce phénomène, mais voilà. Donc on prend quelques graines de courge et on les met, au lieu de les manger, au lieu de les croquer, on les met en terre. Et ça germe. Quelquefois ça a la chance de germer. Et souvent on les met un peu tard dans la saison. Ce qui fait que ils n'ont pas le temps de bien progresser. Quelquefois elles ne veulent pas démarrer. La germination prend du temps, prend trop de temps. Ce qui fait qu'il y a un décalage par rapport à la saison. Mais il y a un cycle, il y a un impératif de croissance et un impératif de passage à la phase de fructification. Donc aujourd'hui, dans ce processus de fructification, une fleur qui était en bouton hier, un bouton comme prêt à éclore dans la nuit. Et je ne sais pas à quel moment elle a éclore, c'est toujours le problème. Moi, je suis couché, la fleur, peut-être, elle, c'est une lève-tôt. Donc, elle a dû éclore, peut-être à 4 heures, à 5 heures du matin. Et vers 1 heure et quelques du matin, elle commence à se refermer sur elle-même. Je me suis approché, avant que cela n'arrive, j'ai essayé de sentir. Il y a quelque chose qui m'a traversé. Et cette chose est infinitésimale, insaisissable, quelques petites choses, mais vraiment extraordinairement ténues, que j'ai cru sentir. Là, il s'agit peut-être juste de quelque chose de purement inventé par moi-même, mais en tout cas,
et je suis revenu vers la fleur, j'ai essayé de la sentir, je l'ai embrassée, pendant qu'elle se fermait, j'ai essayé de la sentir pour la dernière fois, et comme je sais le destin des fleurs de potiron ou de courge, c'est un destin assez court, voilà, donc ça y est, début d'après-midi, elle va se refermer, et puis elle va se faner. Alors, aura-t-elle été fécondée pendant ce temps? C'est peu probable, comme j'en ai fait l'expérience. En tout cas, l'année dernière, je n'ai pas eu de fleurs de courge, malgré mes tentatives. Alors, la plante ne pousse pas bien, mais elle fait quand même des grosses fleurs, d'énormes fleurs, d'un jaune très doux et penchant un peu vers l'oranger. C'est un soleil en soi, mais un soleil qui vous fait pas mal, un soleil que vous pouvez regarder dans le fond, j'allais dire, le fond je sais pas, du calice, ou je sais pas comment on dit pour la fleur, et vous êtes émerveillé. Et cet émerveillement, parce que c'est une chose qui est tout de même miraculeuse, c'est pas toujours que ça marche. Et c'est un miracle impermanent, c'est un miracle qui ne dure pas. Alors voilà, c'est l'essence même du miracle, que d'être provisoire, que d'être de passage, et de ne pas, évidemment, quelquefois le miracle, c'est la chose qu'on ne peut pas reproduire. Autrement, c'est l'usine, c'est l'usine système fordien. Donc là, c'est l'exception. Donc voilà une chose qu'on a envie d'immortaliser. Alors, bien sûr, je l'ai immortalisé dans ma tête, bien sûr, et c'est une chose qu'on a envie de garder ouvert. S'il te plaît, ne te ferme pas. Et ne te ferme pas, t'as encore le temps, pourquoi t'es pressé comme ça? Pourquoi? Il y a encore de la lumière, il y a encore à voir. Tu pourras peut-être recevoir la visite d'un être ailé qui va peut-être te faire du bien. Non. Et même mes guêpes, comme quoi les choses les plus communes peuvent disparaître. À une certaine époque, j'avais des guêpes, et les guêpes tournaient autour des corolles d'un persil qui a fleuri, voilà, qui est monté en grain. Et aujourd'hui, j'ai des persils qui sont montés en grain, mais c'est une corolle vraiment petite, c'est pas grand chose. Mais ça n'a pas attiré les guêpes, les guêpes parasites, ça ne les a pas attirés. Et même la fleur de courge ne les a pas attirés. Pourtant, elle est appétissante. Moi, j'aurais été une guêpe, je me serais précipité dessus, il y avait de quoi se régaler. Mais voilà, donc les guêpes sont pas là. Peut-être qu'elles viendront après, peut-être qu'elles ont perdu, parce que l'année dernière, il n'y a rien eu. Peut-être que les guêpes, voilà, elles sont ailleurs. Ça m'étonnerait qu'elles aient disparu pour de bon, mais elles sont pas là. Et ils n'ont pas senti le parfum de ma fleur de courge, ils n'ont pas senti le parfum des petites fleurs, minuscules fleurs du persil, du pied de persil. C'est ça la chose. Alors on fait un peu quelque part dans l'impossible, on fait dans l'absurde même. Avoir des choses sur le rebord d'une fenêtre et attendre de ce fait-là, penser que l'on est au contact avec la réalité des choses, que l'on n'est pas dans le superficiel et dans de nos demeures, qu'on est dans la vie, dans la vie qui naît, qui croît, qui monte. Voilà la chose que vous avez avec les plantes. Les plantes, vous leur parlez pas, elles ne vous parlent pas, ou alors elles vous parlent quand elles sont mal. Quand les fleurs jaunissent, là ils vous disent quelque chose, quand elles sont touchées par un champignon, quand elles commencent à se nécroser, quand vous avez aussi, elles vous parlent quand elles vont bien. Quand elles vont bien, vous êtes bien vous aussi, vous le voyez croître, et c'est ce que vous demandez. Et vous les voyez croître à leur rythme. Elles vous imposent leur rythme, et vous ne dites rien, ça vous contrarie pas, vous êtes dans l'acceptation. C'est un rythme normal, c'est un rythme lent,
mais pas si lent que ça. Vous réveillez, vous allez vérifier. Est-ce que cette fleur, est-ce que cette plante a poussé un peu plus? Oui, elle a grandi de quelques millimètres, quelques centimètres, quelquefois. Et c'est une surprise. Et comme vous voyez là aussi, vous voyez, alors vous n'avez pas de tournesol, mais j'en ai deux, mais c'est pas vraiment ça. Mais vous avez des plantes, et ces plantes, ce sont des pieds de tomates, ce sont des pieds de courge, et pourtant ils font comme le tourne-soleil, elles se tournent, ils ont comme ça toutes ces plantes ont le corps dirigé vers la lumière. Elles se sont tordues pour pouvoir être, parce qu'elles sont dans une situation un peu trop à l'ombre. Donc, ils sont dans une situation pas normale. Mais j'ai pas le choix. Le rebord d'une fenêtre me permet pas d'exposer toutes mes plantes. Alors, on fait naître des plantes, on fait croître des plantes. Pourquoi faire? Pour son bénéfice à soi, pour son petit plaisir, ou pour le bénéfice des plantes. Alors, c'est ça la question. On se pose toujours des questions comme ça. Il y a un côté coupable parce que on fait croire à la plante qu'elle pourra finalement connaître une vie normale, ordinaire, et au contraire, elle va connaître une vie faite de contraintes et d'inconfort. Voilà ce que l'on offre, voilà ce qu'offre un robot de fenêtre. Vous n'êtes pas dans la nature, vous êtes dans une caricature de nature. Vous n'êtes pas un fermier, vous n'êtes qu'un mini fermier, vous n'êtes rien. La plante, c'est la chose que vous soignez le mieux possible. Quelquefois, en tuant d'autres plantes. C'est comme ça, on plante et on déplante. Mais c'est comme ça. Alors, quelquefois, pour essayer un peu de contrarier cette tendance, je prends une plante, je la hache de son substrat, et puis je la jette à côté. Si elle s'enracine de nouveau, bah je la laisse. Et c'est pour moi une plante dont je connais pas le nom, une plante qui a tendance à être une plante pionnière, un peu qu'on trouve dans les surfaces, un peu comment dire, dans les espaces dégagés par la démolition d'un bâtiment, etc. Ces plantes, évidemment, ces plantes pionnières peuvent quelquefois, pas qu'une seule, plusieurs variétés. C'est un phénomène extraordinaire que de voir à quel point les plantes qu'on voit d'une certaine dimension, à quel point elles peuvent croître, parce qu'il y a peut-être à bouffer, parce que peut-être il n'y a pas de concurrence, il y a de la place. Et les plantes deviennent gigantesques. On est dans le monde du gigantesque, dans le monde de l'immense. Et moi, cette plante que j'ai arrachée, je l'ai jetée un peu, sans la jeter vraiment, donc je l'ai un peu, finalement, c'est réenraciné. Et c'est une plante solide. Son tronc est presque aussi solide que du métal. C'est extraordinaire. Et cette plante, moi je la vois, elle me fait pas plaisir. Mais là, c'est comme quoi les mauvaises herbes, c'est toujours. Moi, je n'ai pas d'impératif économique. Donc, pour moi, une mauvaise herbe peut être là aussi digne de rester en place qu'une autre. L'essentiel, bien sûr, ces plantes, quelquefois, elles font pas de jolies fleurs, elles vous offrent rien de spectaculaire, mais elles vous offrent un peu comment dire, la possibilité de les suivre, de les voir croître et presque croître presque à l'infini, presque à toucher le ciel. Vous voyez comment ce type de plante peut croître et c'est extraordinaire. Et vous avez, j'allais dire, vous avez la vie, vous avez l'extraordinaire, vous avez le désir de vie, vous avez l'énergie, non pas de désespoir, mais une énergie folle, et vous la voyez. Vous en êtes un peu, comment dire, vous pouvez un peu jouer les maîtres sorciers, vous pouvez un peu déplacer ou enlever, vous pouvez jouer à Dieu quelquefois, mais évidemment, comment dire, tout en restant un Dieu très modeste. Hein. Là, il faut pas
exagérer évidemment la portée de vos gestes. Vous êtes aussi un Dieu, mais en même temps, vous êtes un servant. Vous avez des plantes que vous pouvez tuer si l'envie vous en prend, mais dans la réalité, dans l'ordinaire, vous êtes obligé, parce que vous avez pris la responsabilité de les faire naître, vous êtes obligé d'en prendre soin. Et voilà, et vous avez envie d'avoir de la meilleure terre pour eux, vous avez envie qu'ils soient bien quand même, et vous leur souhaitez de bien se porter. Vous le dites pas, mais vous le pensez. Peut-être que les plantes entendent vos pensées, peut-être pas, mais il y a quelque chose qui pourrait être comment j'essaie de ne pas trop finalement arroser d'une certaine façon pour ne pas rendre la terre trop dure. J'essaie là aussi de travailler la terre comme je peux, avec une petite fourchette, avec mes mains. Je préfère avec mes mains parce que ça travaille mieux. Mais ce corps-là, il a envie de nature. Ce corps-là, il a envie de travailler au soleil. Le matin, peut-être, et après, se régaler sous l'ombre, avec une petite anisette ou une petite citronnade, bien entendu, un peu dans cette vision romantique, évidemment, provençale, mais c'est comme ça. On a envie de travailler, non pas de parler, non pas d'écrire, mais de travailler et de voir et d'accompagner l'émergence et la croissance de ces êtres. Évidemment, les plantes n'ont pas de Dieu, ne peuvent pas vous regarder, vous ne pouvez pas communiquer avec eux comme vous pouvez communiquer avec un bovidé ou avec un mammifère quelconque, ou même avec un volatile, mais c'est pas, vous communiquez d'une autre manière. Donc, simplement pour revenir vers quelque chose, c'était donc cette rencontre, ma première fleur de courge ou de potiron, c'est la première de la saison, et j'en aurai d'autres, évidemment, elles seront toujours aussi importantes, toujours aussi provisoires, aussi peu permanentes. C'est comme ça. Alors on apprend à accepter les choses, on ne peut pas contrarier ce qui est écrit, ce qui est inscrit dans le destin. Voilà, on pense qu'il y a un destin. À ce moment-là, on fait revenir un peu le destin dans l'affaire. C'est ça. Nous avons aussi un destin biologique. Les plantes ont un destin biologique. Tout le monde a un destin. Mais j'envie un peu les plantes parce que au moins elles ont connu peut-être le sentiment de croître, etc. et de peut-être de fructifier, chose que moi je n'ai pas pu ressentir. Fructifier, donner la vie, en tout cas même de façon presque, j'allais dire, réduite, au moins avoir un rejeton, au minimum un rejeton, quelque chose qui serait ma continuité. Alors, ma continuité, c'est un peu mes enfants, sont un peu mes plantes. En tout cas, si l'on peut parler d'enfants, si l'on peut évidemment se permettre de faire ce type de rapprochement. Voilà, donc j'ai terminé. C'était simplement un petit moment. Alors, l'émerveillement, il est parti. Il était dans l'instant. Là, quelques heures après, ce n'est plus ça. Je raconte, je fais le récit, mais je transmets pas l'émotion. L'émotion, comment la transmettre? Il faudrait passer, je sais pas. Quand je parle, c'est pas seulement mes paroles, mais il faudrait que mon corps soit aussi beaucoup plus. Vous entendez mes paroles et en même temps, vous avez quelque chose qui est mon corps du moment, qui est mon esprit, mes émotions du moment, que vous pouvez ressentir. Comment l'on peut, voilà, c'est pas possible à transmettre. Même moi, j'ai perdu mes émotions, en tout cas l'essentiel de mes émotions d'il y a quand j'ai senti, quand j'ai
fait un peu la présentation quand j'ai pris connaissance avec la fleur, et voilà. Je vais passer dans le salon, je vais la trouver totalement fermée, et vers 5 heures de l'après-midi, elle se sera peut-être déjà détachée de sa plante mère. C'est ça le destin. En tout cas, une chose, un sort que l'on connaît d'avance. C'est pas besoin d'être grand devin pour savoir que voilà, que ça va se passer comme ça. En tout cas, l'émotion, ce sont des êtres qui ne sont pas de votre espèce qui vous la procurent. Voilà, c'est comme ça. Vous prenez de l'émotion là où vous pouvez, vous déclarez votre amour et votre tendresse aux êtres qui sont là. À défaut d'en trouver ailleurs ou d'autres, je déclare ma passion à une fleur. Je déclare mon amour. Et c'est un amour, évidemment, non pas un sens unique, mais un amour désintéressé. Je demande pas, moi la fleur, je lui demande pas des preuves d'amour. Je lui dis pas, il faudra que tu partages mon amour. Je lui dis, je t'aime pour ce que tu es, simplement. Pour ce que tu m'inspires, pour ce que tu me donnes, à voir, à sentir, à ressentir. Et je t'en suis, évidemment, éternellement, je t'appartiens pour ça, éternellement. Donc, je continuerai d'entretenir cet amour, même après que tu aies disparu. Voilà, donc, une promesse que je tiendrai, c'est sûr. Alors, j'essaie d'arriver à 30 minutes. Voilà, donc, on est là, on est dans le monde. Tant qu'on est dans le monde, on dit des choses. Après, si on n'est plus là, c'est autre chose. Alors, c'est marrant. J'ai des choses qui poussent. Alors, des choses que je peux pas voir parce que j'ai plus la vision, mais je vois un peu la fleur d'une plante de lentilles, d'un pied de lentilles. La fleur, je crois qu'elle est un peu blanche, à moitié rose. Et souvent les plantes vous offrent des choses assez, comment dire, des nuances et des expressions très très belles. C'est rare que vous rejetez la couleur, ce que vous offre une plante, et voilà. Donc, je sais pas. Et vraiment, pour continuer, pour arriver à 30, puisque j'ai plus rien à dire d'une certaine façon, je conclus avec cette chose que j'ai découverte par hasard. J'ai découvert une araignée blanche qui tenait une mouche bleue. Évidemment, peut-être que la fleur était blanche. Et après, j'ai appris que finalement, bien sûr, la mouche bleue, c'est une mouche qu'on rencontre très rarement, comme la mouche verte, encore peut-être la bleue plus rare que la verte. Mais en fait, j'ai appris que l'araignée crabe, qui s'appelait comme ça, l'araignée crabe, elle change de couleur en fonction de la fleur sur laquelle elle est en embuscade. Donc, mais c'était intéressant de voir ce contraste. Une araignée, évidemment, blanche sur une fleur blanche, évidemment parfaitement camouflée, mais la mouche bleue, c'était pas une mouche au noir ordinaire. Voilà, et peut-être que la mouche bleue est une mouche qui est pas très distinguée, mouche à mais, quelque chose comme ça, 3 points. Mais c'est quand même, ce bleu-là, il est beau, d'un bel effet. Voilà, donc, c'est comme ça, on fait ces découvertes, avec la nature, on fait des découvertes qui vous restent, qui ne vous quittent jamais. L'être humain, après, vous pouvez vous poser des questions, voilà, j'ai découvert un être merveilleux, et à la fin, cet émerveillement, il n'a plus de raison d'être. Voilà, j'ai cessé d'aimer, alors que moi, évidemment, c'était une scène de mort. Il faut pas non plus interpréter les choses, mal interpréter les choses. C'est une sorte de prise fatale pour la mouche. Mais c'était une rencontre. Pour moi, ce n'était qu'une rencontre. Alors, spectacle de mort devient une sorte de, voilà, un miracle. C'est voilà tout le paradoxe des choses. Mais l'être humain, voilà, comment tout cela, on a envie de le partager avec d'autres, et on a envie d'en faire les découvertes comme ça, et les émerveillements, on aimerait
qui soit un peu moins morbide, mais qui soit un peu plus, voilà, une scène d'amour, je sais pas. Quand je prends une mythe, pour moi la mythe c'est aussi une matérialité. Quand je chasse une mythe et que j'arrive à l'écraser dans ma main, et j'essaie de l'envoyer comme ça en l'envoyant avec mon doigt, l'envoyer dans la toile d'une araignée. Et je fais un peu, je siffle sur la toile pour que l'araignée croit qu'il y a quelque chose qui s'est accroché. L'araignée en général arrive sur la mythe. Je suis content parce que je me suis débarrassé d'une mythe et j'ai nourri l'araignée. Voici donc les êtres avec lesquels je communique. Voici ma vie. Voilà, on peut considérer que ce n'est pas une vie, mais c'est comme ça. Je communique avec des êtres qui, eux, finalement, moi j'interfère dans leur vie, mais eux, ils ne m'ont rien demandé, mais c'est comme ça. Alors, ce rapport un peu particulier, ce monde de l'invisible, voilà, mon monde invisible, de quoi il est constitué, qu'est-ce que j'y fais, etc., etc. Donc, 30, ça y est, c'est bon. Donc à bientôt dans une autre intervention.